bien, Michel, tu ne dis rien? Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu ne manges pas. J'ai pas faim. As-tu perdu ton appétit des premiers jours? Tu n'aimes plus les quenelles aux écrevisses? Elles sont formidables. Je les ai faites pour toi. À ton âge, il faut manger. Quand cette pluie va-t-elle cesser? On ira aux champignons. Comme autrefois, tu te rappelles? Quand j'y allais avec papa. Oui, mon petit, je me rappelle. Pauvre père. Chaque fois que je me promène en forêt, je pense à lui. Je me revois, petit garçon, allant ma main dans la sienne, chantant à tue-tête. Nous nous arrêtions et nous écoutions les oiseaux. Rien qu'à les entendre, il me disait leur nom. Il connaissait tous les oiseaux. C'était un savant. Il me décrivait leurs habitudes, leur manière de vivre selon la saison, les diverses façons de construire leur nid. Il m'apprenait à comprendre leurs états d'âme d'après leur chant. Il me disait, tu vois, celui-là vient d'être père de famille, il veut que nous le sachions. Ou bien, cette mésange n'a plus de mari. Hier soir, il n'est pas rentré à la maison. Cher Christophe, je l'aimais bien. Comment est-il mort? Ne parlons pas de ça, veux-tu? Pourquoi? C'est pas triste, la mort. N'est-ce pas plus gai que bien des existences? Je déteste parler de ces choses-là. Parlons-en, au contraire. Dana, je voudrais que tu me dises de quoi papa est mort. Je ne me souviens plus. On a parlé de congestion cérébrale. Monsieur le sait. Et comment cela s'est-il passé exactement? Mais je n'en sais rien, moi. Je n'y étais pas. Maman t'a prévenu tout de suite, je crois. Oui, naturellement. Parlons d'autre chose, je t'en prie. Non, mais ça m'intéresse. Tu ne peux pas savoir à quel point cela m'intéresse. Si tu veux me contrarier, mon petit, je préfère manger à la cuisine. Tu n'es pas à l'aise, hein, ma pauvre Dana. Toutes ces questions t'embêtent. Je suis un peu fatiguée, je préférais un autre genre de conversation, voilà tout. Je vais te dire, moi, pourquoi tu n'aimes pas parler de la mort de papa. Pourquoi? Parce que cela te force à mentir. Et que tu ne sais pas. Je mens, moi? Oui. Dana. Papa n'est pas mort. Qu'est-ce que tu dis? Je sais depuis ce matin que mon père n'est pas mort. Mais Michel... Oui. Je viens de trouver dans ton grenier des journaux qui m'ont appris bien des choses. Il est vivant, n'est-ce pas? Mais vas-tu répondre? Il est vivant! Oui. Pourquoi m'avoir menti pendant 8 ans? Hein? Pourquoi? Mon pauvre petit, il le fallait. C'est ta mère qui l'avait voulu, et elle avait raison. Ça valait mieux. Dans ton collège en Angleterre, elle était sûre que tu ne saurais pas la vérité. Michel, tu ne m'as pas encore dit la vraie raison pour laquelle tu as abrégé tes vacances chez ta marraine. Je voulais te voir, je m'ennuyais. Allons donc. Mais oui. Veux-tu une infusion? Tiens, j'en prends une tous les soirs après le dîner. Ah non, merci, non. Alors raconte, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je me suis beaucoup promené. Ah, Oui. seul? Ah non, non, pas tout à fait. Ah, et avec qui? Avec le souvenir de papa. Ah. Tu l'aimais bien, papa? Beaucoup. Quand il est mort, tu as eu du chagrin? Bon, cette question. Et pourquoi n'y a-t-il aucune photo de lui dans l'appartement? Je n'en ai pas une seule qui soit bonne. Le souvenir que je garde de lui vaut bien toutes les photos du monde, non? Il te manque vraiment beaucoup? En douterais-tu? À moi, il me manque à un point que tu ne peux pas imaginer. Pour l'enfant que j'étais, il représentait tant de choses, papa. La force, la tendresse, la science, il m'éblouissait. Tu te rappelles chez grand-père à Montfort-l'Amaury? Il m'emmenait dès l'aube filmer au téléobjectif le réveil des oiseaux. Il imitait si bien leur chant qu'il tenait avec eux de véritables conversations. Ah, oui. Pour moi, je sais pas, papa c'était une sorte de dieu mythologique doublé d'un Saint François d'Assise. N'en parlons plus, veux-tu? Tout ça est si pénible. Oui. De quoi est-il mort? D'une congestion cérébrale, tu le sais bien.
Tu es sûr que c'est une congestion cérébrale? Naturellement, voyons. Comment est-ce arrivé? Écoute, si nous parlions d'autre chose... Non, je veux savoir. C'était bien à Montfort-l'Amaury, chez grand-père. Mais oui, Dans quelle pièce? la bibliothèque. Ça lui a pris brusquement? Oui, brusquement. Et il était en train de faire quoi? Il écrivait Quoi? son précis d'ornithologie, voilà. Il est tombé comme ça, brusquement? Oui, brusquement. Maman, Oui. pourquoi ne m'as-tu pas fait venir d'Angleterre pour assister à son enterrement? Tu avais 13 ans. Je n'ai pas cru devoir t'infliger d'inutiles émotions. Le lendemain, tu es venu me voir au collège. Tu étais en deuil. Ce jour-là, tu ne m'as demandé aucun détail sur sa mort. J'avais bien trop de chagrin. J'étais effondré à la seule pensée que je ne le reverrais plus. Parce que je ne le verrai plus jamais, n'est-ce pas? Enfin, Michel, qu'est-ce que tu as? Pourquoi cette question stupide? Il y a une chose qui m'étonne, vois-tu. Quoi encore, mon Dieu? Tu ne m'as jamais emmené sur sa tombe. La Bretagne, c'est si loin. Non, c'est pas une question de distance. Mais qu'est-ce que c'est, alors? Je sais, moi. Pourquoi tu ne m'as pas emmené sur sa tombe? Mais pourquoi? Je pense, maman, que notre petit jeu a assez duré, tu ne crois pas? Quel jeu? Nous nous sommes assez fait de mal l'un à l'autre. Je te demande pardon, tout cela est indigne de nous. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Regarde-moi. Je sais la vérité. Papa n'est pas mort. Oh non, Michel. J'ai trouvé dans le grenier de Danade des vieux journaux qui m'ont tout appris. Ils prouvent que pendant 8 ans, vous m'avez menti. Ah non, tu ne vas pas trouver mal. Non, ressaisis-toi. Dana n'a rien voulu me dire. Mais toi, je te demande de me parler, je t'en supplie. Je veux tout savoir, tout. Mais puisque tu as lu... Oh, ces journaux ne parlent de l'affaire qu'en quelques lignes. Ils disent qu'en dépit de ses protestations d'innocence, papa a été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir assassiné grand-père. Oui. Que s'est-il passé exactement? Écoute, maman, je suis le fils de Christophe Brazé, actuellement en prison pour meurtre. Je ne suis plus un enfant. J'ai le droit de savoir. Et toi, après 8 années de mensonges, après avoir organisé autour de moi la conspiration du silence, tu as le devoir de tout me dire, sans rien me cacher. Non, allons, ne pleure pas, non. Tu as déjà tant pleuré. Mais dis-moi, j'ai le droit de savoir la vérité. J'aurais tant voulu que tu gardes de ton père un souvenir intact. Le mal est fait, maintenant il faut que tu me dises. Je vais essayer. Parle. Je t'écoute. Tu te souviens que mon père, le seul grand-père que tu aies connu, était veuf et qu'il habitait une belle maison en bordure de la forêt de Rambouillet. Oui. Alors il vivait là, tout seul, avec sa bonne. Tu te souviens de Francine? Oui, je me la rappelle, une grande blonde. Oui. Elle aimait beaucoup ton grand-père et elle le faisait rire avec ses réflexions de fille des faubourgs. Elle était bonne cuisinière et ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était la conscience avec laquelle elle ne manquait jamais de pousser les verrous de la porte de la rue, celle du service. Une idée fixe. Il avait peur des voleurs. Il possédait des objets de grand prix? Non, mais de très beaux meubles, de l'argenterie. Les bijoux? Non, les bijoux étaient à la banque, avec son argent et ses valeurs. Il ne gardait dans un tiroir de sa chambre qu'un assez grand nombre de pièces d'or qu'il voulait toujours avoir près de lui. Le pauvre homme était parti de rien et cet or était pour lui comme la preuve palpable de sa réussite, tu comprends? Oui, pauvre grand-père. Il était paralysé des jambes et se tenait en permanence au premier étage, dans sa chambre. Alors chaque matin, Francine le levait, lui faisait sa toilette, et puis elle l'asseyait dans son fauteuil, une couverture sur les genoux. Et toute la journée, il lisait, faisait des mots croisés. Oui, je me souviens de tout cela. Oui. Au cours de l'hiver, nous venions souvent faire des séjours. Il aimait m'avoir auprès de lui. Ton père courait la forêt toute la matinée et il passait l'après-midi à rédiger ses notes dans la bibliothèque voisine de la chambre de ton grand-père. Je le revois très bien. Aux vacances de Noël, j'ai passé des heures à le regarder écrire. Oui. Un soir de janvier, j'étais au rez-de-chaussée dans le salon avec Francine, en train de ranger des bibelots. Et tout à coup, nous entendons 2 claquements secs. Ça venait du premier. Nous montons l'escalier, nous traversons la bibliothèque et nous entrons dans la chambre. Ton papa était debout, hébété, un revolver à la main,
devant le corps inanimé de son beau-père qui venait de recevoir 2 balles dans le cœur. Ton père nous dit, en montrant la porte du fond, l'assassin a dû s'enfuir par là. J'étais comme folle, incapable de faire un mouvement, mais Francine avait plus de sang-froid que moi. Elle se précipite au fond et dévale le petit escalier que tu connais. Aussitôt, elle m'appelle et me montre la porte de service qui donne sur la ruelle. Elle était encore fermée de l'intérieur par le gros verrou. On ne le tirait que pour sortir. Et la porte qui donnait sur la rue? Fermée également par le verrou intérieur. L'assassin était donc encore dans la maison. Tous les 3, nous fouillons de la cave au grenier, personne. Alors ton père a téléphoné à la gendarmerie. Mais ces verrous avaient peut-être été fermés de l'extérieur avec une clé. Non. Non, c'était de ces modèles très simples qu'on pousse et qu'on tire à la main de l'intérieur, tu sais. Oui. Mais les gendarmes sont venus? Eh oui. Et ils ont fouillé la maison? Avec autant de soin que nous, oui. Et ils n'ont trouvé personne. Mais dans le laps de temps entre votre appel téléphonique et leur arrivée, avez-vous surveillé les portes? Ton père est resté devant celle de la rue et Francine et moi devant celle de l'impasse. Il est donc absolument certain qu'aucun assassin n'a pu s'échapper. Absolument certain. Alors, vous avez été interrogé? Oui, par le capitaine. Je crois encore entendre la scène après la déposition de Francine. J'étais désespérée. Madame Brazé, étant donné que vous n'avez pas quitté mademoiselle Francine, avez-vous des observations à faire sur ce qu'elle vient de nous dire? Aucune. Vous confirmez donc en tout point ses déclarations? Oui. Vous avez bien constaté avec elle que les 2 portes étaient fermées au verrou de l'intérieur? Oui. Monsieur Brazé, veuillez maintenant me dire ce que vous savez. Oh, c'est très simple. Il était 6 heures, j'étais dans la bibliothèque en train d'écrire. J'entends 2 coups de feu dans la chambre de mon beau-père. Je ne réalise pas tout de suite, l'espace de quelques secondes. Je me lève, j'ouvre la porte et je trouve le pauvre homme atteint de 2 balles dans le cœur, mort sur le coup. Je vois un revolver sur le tapis, je le ramasse. Et c'est à ce moment que ma femme et Francine sont entrées. Vous n'avez pas eu l'idée de courir après l'assassin? Et sur le moment, j'ai cru que mon beau-père venait de se suicider. À quel endroit avez-vous ramassé le revolver? Là, près de la porte de la bibliothèque. Il ne peut donc s'agir d'un suicide. Vous l'auriez trouvé sur ses genoux ou tombé à ses pieds. On aurait pu se poser la question, mais avec 2 balles dans le cœur, je ne vois pas un mort jetant son revolver à 3 mètres. Oui, moi non plus. Non. Vous rendez-vous compte, monsieur Brazé, que tout concourt à vous accuser? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis la victime de circonstances auxquelles je suis totalement étranger. Mon beau-père avait dans ce tiroir des pièces d'or. A-t-on seulement songé à regarder si elles y sont encore? Ouvrez le tiroir. Les pièces sont encore là, on n'a touché à rien. Mais je vois très bien ce qui s'est passé. Un voleur monte. Il veut prendre les pièces d'or. Mon beau-père sort son revolver, l'autre veut le désarmer, 2 coups partent. Alors l'assassin jette le revolver au loin et il s'enfuit. Par où? Puisque les portes sont restées fermées de l'intérieur. Comment voulez-vous que je sache? Ce revolver était celui de votre beau-père. Oui. Un cadeau de monsieur Brazé. Ah oui. Oui. Pas besoin de prendre cet air goguenard. Il avait peur des voleurs, je lui ai fait ce cadeau pour qu'il puisse se défendre. Bon. Nous ferons examiner les empreintes qui sont sur cette arme. Maintenant, dites-moi, monsieur Brazé, vous vous entendiez bien avec monsieur Martelange? Très bien. Que signifie ce petit rire, mademoiselle? Oh, rien. Monsieur Brazé ne s'entendait pas bien avec son beau-père? Si. Si vous savez quelque chose, dites-le. Il ne faut rien cacher à la police, mademoiselle. Sinon, ça peut vous coûter cher. Parlez. Excusez-moi, monsieur Brazé, je ne voudrais pas vous faire du tort, mais vous comprenez. Allez-vous parler à la fin? Eh bien, hier soir, avant le dîner, en montant par l'escalier de service, chercher un tablier dans ma chambre, j'ai entendu malgré moi une discussion entre monsieur et son gendre. Et à ce que j'ai cru comprendre, monsieur Brazé voulait lui emprunter 10 millions, et monsieur ne voulait pas les lui prêter. Alors tous les deux, ils criaient. Finalement, monsieur Brazé est sorti en claquant la porte, et pendant le dîner, il a dit à madame, je l'ai entendu, moi, de ma cuisine. Ton père n'est qu'une vieille baderne qui ne veut rien comprendre, nous n'aurons pas un sou avant sa mort, et du train où vont les choses, il nous enterrera tous. Oh, monsieur, là, je dois dire, j'en ai eu le souffle coupé. Remarquez, dans la colère, on dit bien des choses, mais j'aurais jamais cru monsieur capable d'aller jusqu'à tuer monsieur.
Ce que dit mademoiselle est exact. Oui, à l'exception près que je n'ai pas tué mon beau-père. Je suis très coléreux, je le reconnais, mais ma femme vous le dira, mes colères ne durent pas 5 minutes. Ce matin, j'y pensais même plus. Pour quelle entreprise vouliez-vous emprunter de l'argent à votre beau-père? Je voulais monter un commerce d'oiseaux exotiques. Il y a une fortune à faire, l'époque est très favorable. Mais le pauvre homme ne comprenait rien à rien. Je suis désolé, monsieur Brazé. Mais étant donné les présomptions qui pèsent sur vous, je vais vous demander de me suivre. Mais vous ne m'arrêtez pas. Ce n'est pas moi qui décide. Ce sera le juge d'instruction. Et depuis ce jour-là, ton père n'est pas revenu. Naturellement, on a trouvé ses empreintes sur le revolver, et uniquement les siennes. Mais cela ne prouvait pas qu'il avait tiré sur grand-père. Non, bien sûr. Mais on a fouillé dans sa vie, et on n'a pas été long à savoir que plusieurs fois il s'était lancé dans des entreprises malheureuses, et qu'il avait mangé ma dot. Il faut reconnaître qu'il n'avait aucun sens des affaires, et le ministère public n'a pas eu beaucoup de mal à persuader le jury qu'il avait voulu hâter la mort de mon père pour pouvoir puiser à son aise dans mon héritage. Après une délibération qui n'a pas duré 1 heure, il a été condamné à 20 ans de réclusion. Voilà, mon petit. Mais toi, maman, tu ne peux pas le croire coupable. Non, mais les faits sont là. J'ai lu que jusqu'au dernier moment, il n'a cessé de protester de son innocence. Oui, bien sûr. C'était bouleversant. Encore aujourd'hui, il soutient qu'il est la victime d'une erreur judiciaire. Et au moins son avocat a-t-il été à la hauteur de sa tâche? Ah, il a tout fait pour le sauver. Il lui a évité la détention à perpétuité, c'était déjà une belle victoire. Et qui a eu l'idée de me raconter que papa était mort? Lui-même. Il nous a suppliés de te faire ce mensonge. Il voulait que tu gardes de lui un souvenir très pur. En prison, il ne cesse de regarder ta photo et la mienne. Tu vas le voir souvent? Pas assez, et je me le reproche. Pourquoi? Mais que veux-tu, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas oublier qu'il a tué mon père. Et quand tu vas le voir, il te parle de moi? Tu es presque l'unique sujet de nos conversations. Il a suivi tes études avec attention. Il s'est réjoui de chacun de tes succès. Mais enfin, il ne craignait pas que j'apprenne un jour ou l'autre qu'il n'était pas mort. Et tu étais en Angleterre. Et puis j'ai déménagé, je ne vois personne. Nous n'avons plus de famille, et à part ta marraine... Enfin, j'aurais pu rencontrer Francine. Francine m'a juré de garder le secret. Peut-être à sa sortie de prison, ton père aura-t-il envie de te dire toute la vérité. Mais hélas, il a largement le temps d'y réfléchir. Je suppose qu'étant son fils, on ne me refusera pas l'entrée de la prison. Comment? Tu veux aller le voir? Oui. Oh, réfléchis, Michel, réfléchis bien. Je crains que tu ne lui fasses beaucoup de mal. Ne vaudrait-il pas mieux le laisser dans ses illusions? Il est tellement heureux à la pensée que son fils songe à lui en toute sérénité. Maman, mes sentiments vis-à-vis de lui n'ont pas changé. Mais oui, mais... J'admets que tout être humain a ses faiblesses et que nous sommes tous capables d'une seconde de folie. Et puis je ne parviens pas à oublier qu'il ne cesse de protester de son innocence. Je veux lui parler. Comme tu voudras. Dis-moi, quelles sont les formalités à remplir? Non, je te le dirai. Mais auparavant, il faut que j'écrive à ton père pour le mettre au courant et le préparer à ta visite. Hein? Ce serait inhumain de procéder autrement. Tu as raison. Bon, j'écrirai demain matin. Michel. Papa. J'ai quitté un petit garçon. Je retrouve un homme. Je suis si content de te revoir, papa. Moi qui pensais que jamais Bon, plus... Est-ce que ce n'était pas préférable? Ah non. La joie que j'éprouve aujourd'hui me paie de 8 années de tristesse. Et ton sourire à garder toute sa jeunesse, tu sais, c'est bon signe. Dis-moi, on te permet d'écrire des livres? Oui. Ce sont mes heures d'oubli. Je raconte des histoires où les oiseaux sont moins méchants que les hommes. Ça m'aide à vivre. Et toi, Michel? J'ai décidé de rester à Paris. Eh ben, mais tes études? Je peux faire ici les mêmes études qu'à Cambridge. Et je serai près de toi, je pourrais venir te voir souvent. Quelle joie tu me fais, mon petit. Comment te portes-tu? Je te trouve pas la mine fatiguée. Je dors mal.
À cause de... À cause de toi, oui. Je n'arrive pas à oublier que tu n'as cessé de répéter que tu étais innocent. Toi, ça t'impressionne. Oui. Probablement parce que tu es mon fils. Et puis parce qu'il y a toujours eu entre nous, dès ton plus jeune âge, une sorte de télépathie. Regarde-moi dans les yeux, Michel. En dépit de toutes les apparences, je te jure que je suis innocent. Tu me crois? Je te crois, papa. Celui qui a tué ton grand-père a commis un crime parfait. Par malheur, je n'ai aucune imagination. Toute ma vie, j'ai su regarder et écrire ce que je voyais. Rien d'autre. Que s'est-il passé ce soir-là? Je n'arrive pas à l'imaginer, à construire une version plausible. Mon avocat a essayé, il n'a pas réussi mieux que moi. Tout m'accuse. Et personne ne me croit innocent, pas même ta pauvre maman. Oh, la veille, il est vrai, j'avais prononcé des paroles stupides. Oh, mon petit, jamais, jamais, tu m'entends, jamais dans la vie tu ne retiendras assez ta langue. Si tu as une mauvaise pensée, ce qui arrive à tout le monde, garde-la pour toi. Ne la laisse même pas soupçonner à ton meilleur ami, tôt ou tard on s'en servirait contre toi. C'est à devenir fou. Ton avocat, lui, était-il convaincu de ton innocence? Non, il me l'a dit très loyalement, car c'est un honnête homme. Enfin, il a tout fait pour me tirer de là, et je lui garde une grande reconnaissance de m'avoir obtenu le minimum. Mais ce minimum est encore monstrueux, puisque tu n'es pas coupable. Va le prouver. C'est ce que je vais essayer de faire. Toi, Oui. Comment s'appelle ton avocat? Maître d'Anville. J'irai le voir. Comme tu es jeune. Je te jure, papa, que tout ce qui sera humainement possible de faire, nous le ferons. Quel âge avez-vous? 21 ans, maître. J'ai rencontré récemment madame votre mère, et elle m'a dit que vous faisiez vos études de droit. C'est exact, oui. Et vous n'ignorez donc pas que pour obtenir la révision d'un procès, il faut apporter au garde des Sceaux un fait nouveau. Article 443 du Code. Malheureusement, ce fait nouveau, l'avons-nous? Il faut encore chercher. Je ne demande pas mieux. Mais chercher quoi? Où? On a une affaire déjà vieille de 8 ans. Et à l'époque, vous me ferez l'amitié de croire que personnellement, je n'ai rien négligé pour faire éclater la vérité. Vous étiez vous-même convaincu que mon père était coupable. Ce n'était pas là de bonne disposition pour chercher réellement, sincèrement, des preuves de son innocence. Au fond de vous-même, vous plaidiez coupable, trop heureux d'obtenir les circonstances atténuantes. Le dossier était accablant. Mais j'ai défendu votre père avec toute l'âpreté dont j'étais capable. J'ai obtenu le minimum. Un autre aurait-il fait mieux? Je ne me permettrai pas, maître, de vous faire le moindre reproche. Non, voyez seulement dans ma démarche le désir de sauver mon père. Je vous comprends très bien. Votre père ne peut compter que sur un seul espoir, une réduction de peine pour bonne conduite. Il l'obtiendra, certainement. Une réduction de combien? Il peut être libéré après 12 années de prison. Il en a déjà fait 8. Pour un innocent, vous trouvez ça juste? Qu'envisagez-vous d'autre? Je vous l'ai dit, reprendre l'enquête à zéro. Oui. Je ne veux pas vous enlever vos illusions. Votre dessein est généreux et je m'y associe de tout cœur. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Mais comment allez-vous vous y prendre? La maison de votre grand-père a été vendue. Maître, pouvez-vous me communiquer le dossier que vous avez conservé sur l'affaire? Mais volontiers. Mes archives sont dans ma maison de campagne. Je vais à la chasse samedi prochain. Je vous le rapporterai. Merci. Mais je n'ai plus qu'à nous souhaiter à tous les deux bonne chance. Maintenant, parlez-moi un peu de vos études. Je vais les poursuivre à Paris, oui, pour me faire un peu d'argent de poche. Oui. J'aimerais travailler à mi-temps pour me familiariser avec la routine d'un cabinet d'avocat. Mais, justement, maître, peut-être au palais auriez-vous l'amabilité d'en parler autour de vous? Je vais faire mieux.
J'avais l'intention de prendre quelqu'un pour la rentrée. Si la place vous agrée, elle est à vous. Ça, je ne sais comment vous remercier. Oui. J'accepte, vous pensez. Parfait, bien, nous verrons les conditions la semaine prochaine et vous viendrez vous installer ici quand vous voudrez. Encore merci, maître. Alors, à bientôt. À bientôt, mon petit. Oh, mon pauvre enfant. Je crains vraiment que tu ne perdes ton temps à remuer tous ces papiers. Non, maman, j'en suis pas si sûr. Ah. Dis-moi, comment maître d'Anville a-t-il été appelé à assumer la défense de papa? C'était un de ses amis? Non, il m'avait été recommandé, je crois, par un notaire. Qui s'appelait? Oh, je ne m'en souviens plus. D'ailleurs, j'ai appris que depuis, il était mort. Tu ne connais donc maître d'Anville que depuis 8 ans. Eh oui, pourquoi cette question? Maman, il faudra pas m'en vouloir, mais c'est le hasard qui est coupable. Coupable de quoi? Tout à l'heure, en fouillant dans ton secrétaire, je suis tombé sur un paquet de lettres. Non, je n'ai lu que la première, je te le jure. Quelle lettre? Signée Pierre d'Anville. Oh non. Elle date de 22 ans et celle que j'ai lue exprime clairement les liens, enfin disons, sentimentaux qui t'intéressaient à lui dès cette époque. Tu as osé faire Je te demande pardon, maman, ce secret t'appartenait. Oh, J'ai honte de l'avoir découverte. Tu n'as aucun compte à me rendre et je n'ai pas à te juger. Aussi. Tu es en âge de le faire et tu m'aimes assez, je pense, pour me comprendre. Des remords, j'en ai eu, tiens. Ah, ça, tu peux me croire. Mais la vie, vois-tu, n'est pas si simple. Elle vous emporte parfois, et à moins d'être des saints. Et je ne suis pas une sainte, Michel. Maman. Oh. J'ai connu Pierre d'Anville il y a 23 ans, en vacances sur la Côte d'Azur. Ton père faisait une tournée de conférences en Amérique. J'étais très lasse et je ne l'avais pas accompagné. Pierre et moi, nous étions dans le même hôtel. Nous avons tout de suite sympathisé. Plus exactement, moi, je le trouvais sympathique, alors que lui a éprouvé pour moi, dès la première minute, ce que je crois pouvoir appeler, sans fausse modestie, une passion, tu comprends? On ne résiste pas à un Pierre d'Anville. Oh, je ne me cherche pas d'excuses, mais je peux bien te le dire maintenant. Mon mariage n'était pas une réussite. Et alors, peu à peu, je découvrais chez Pierre des qualités qui manquaient totalement à ton père. Surtout, cette volonté d'homme, cette autorité, cette sollicitude de tous les instants, si nécessaire à une femme qui jusque-là s'était sentie très seule. Un grand amour nous a unis. Voilà, c'est tout. Papa l'a su. Oh non. Non, ton père est très bon, très sensible. Je ne voulais pas lui faire de peine. Tu n'as pas eu l'intention de divorcer? Si, au bout de quelques années. Mais ton père n'aurait jamais accepté à cause de toi. Ses parents étaient séparés et lui-même en avait beaucoup souffert. C'est lui qui a décidé de me mettre en pension en Angleterre? Non, c'est Pierre d'Anville. Parbleu. Il voulait se garder pour lui tout seul. Non, ne crois pas cela. Pierre est un homme incapable d'un sentiment bas. Il pensait à juste raison que l'influence de ton père ne t'était pas favorable. Il ne quittait ses oiseaux que pour jouer avec toi et t'envelopper d'une tendresse qui ne favorisait que trop ta tendance naturelle à une certaine mollesse. Quand tu traînais sur un devoir, il le rédigeait pour toi, impatient que vous étiez tous les deux d'aller courir dans les champs. Je me souviens. Pierre m'a démontré que, loin de nous pendant l'année scolaire, tu pourrais au moins acquérir au milieu des Anglais, élevés à la dure, cette combativité qui te faisait défaut. Il voyait juste. Et tu t'es mis rapidement à travailler. Tu as fait d'excellentes études. Dont je dois le remercier. Oh, je crois que tu peux lui en être reconnaissant. Je oui. m'explique maintenant la gentillesse avec laquelle il m'a reçu. Je suis contente qu'il t'ait offert ce poste de secrétaire. Probablement vas-tu y renoncer. Pourquoi? Maintenant que tu sais ce qu'il a été pour moi, je pensais que... Tu as l'intention de le mettre au courant de notre conversation? À toi de décider, Michel. Le mieux, je crois, est de ne rien dire.
Vis-à-vis de moi, il serait très gêné. Et étant donné qu'il m'a offert un travail qui me rend service autant qu'à lui. Et puis, ça changerait quoi, hein? Tu viens de me dire ce qu'il a été pour moi. Tout est fini entre vous. Nous sommes restés bons amis. Les hommes changent, tu sais. Les femmes aussi. J'ai vieilli. Il s'est marié? Non. Mais je crois avoir été souvent remplacée. Oh, et puis... Et puis? Nos relations se sont un peu refroidies. Pour une autre raison, d'ailleurs. À la mort de mon père, j'ai reçu un héritage assez considérable, en valeur surtout. Oui. Je n'avais aucune expérience financière et j'ai demandé des conseils à Pierre, qui m'a fait faire d'excellents placements, de telle sorte que j'ai été amenée insensiblement à lui confier la totalité de mes intérêts. Je lui ai donné une procuration et je ne m'en suis plus occupée. Et quelques mois plus tard, la chance tournait. Il avait cru bien faire en plaçant mes capitaux dans des affaires qui, en fin de compte, n'ont pas réussi. Enfin bref, je me trouve aujourd'hui, non dans la gêne, mais enfin dans une situation très éloignée de ce qu'elle était. Oui, Sam, t'as ruiné. J'ai perdu 80% de mon capital. Mais je m'empresse de te dire qu'il n'en est pas responsable. Ah, je te trouve indulgente. Non, il m'a toujours tenu au courant des efforts qu'il faisait pour redresser la situation. N'oublie pas que depuis des années, la bourse est désastreuse. Et lui, a-t-il perdu de l'argent qui lui appartenait? Exactement dans les mêmes proportions. En es-tu bien sûr? Je peux même te dire qu'il m'a proposé de me rembourser ce qu'il m'avait fait perdre. Naturellement, j'ai refusé. Ah, moi, j'aurais accepté. Et il connaissait grand-père? Non. Et papa? Il a fait sa connaissance le jour où il est allé lui dire qu'il acceptait de le défendre. Autre chose. Oh Dieu. Tu te rappelles le nom de famille de Francine? Francine. Oh. Oui, je l'ai su. Attends. Oui. Larocque. Oui. Oui, c'est ça, Francine Larocque. Francine Larocque. J'aimerais bien bavarder avec elle. Mais qu'espères-tu donc? Peut-être en tirer un détail qui aurait échappé à l'enquête, sait-on jamais. Tu n'as pas son adresse, non? Oh, je dois avoir celle qu'elle m'a donnée le jour où elle est venue se présenter. Depuis le temps. Essaie de la retrouver, tu veux? Il faut absolument que je parle à cette fille. Francine Larocque? Oh, monsieur, vous pensez si je me rappelle? Mais dites donc, il y a déjà une paye qu'elle est plus là. Mais elle habitait bien ici. Oui, là-haut. Ma patronne a 2 chambres de bonne. Et comme je suis toute seule pour tout faire, et qu'entre nous, on serait pas trop de 2, Oui. elle loue l'autre chambre. Et en son temps, elle a loué à Francine. C'était, voyons voir... il y a tout de même bien 9 ou 10 ans de ça. Mais oui, à preuve qu'elle nous a quittés pour aller se placer chez un vieux monsieur, qui est mort assassiné 1 ou 2 ans après. Même qu'elle a été témoin, et qu'elle a eu sa photo dans les journaux. Dites-moi, pendant qu'elle était locataire de la chambre du 6e, est-ce qu'elle exerçait un métier? Non. Elle avait des drôles de fréquentations. Oh, ça faut m'étonner. Ah, l'amour, monsieur. Fait faire tant de bêtises à ses petites. Elle était amoureuse d'un certain Max, qui avait l'air d'un oiseau pas ordinaire. Une grande brute. Il venait passer presque toutes les nuits avec elle. Quelquefois, il amenait 1 ou 2 copains pour causer. Alors, il envoyait Francine dans ma chambre voir s'il y était. Qu'est-ce qu'il se disait pendant ce temps-là? Ça me regarde pas, hein. Mais c'était sûrement pas catholique. Et voilà qu'un soir, vers 11h, je dormais. Francine vient cogner à ma porte. Elle avait bu plusieurs coups de trop. Et elle pleurait parce que son Max, il voulait pas qu'elle assiste à la conversation qu'il avait avec un ami. Elle n'avait pas voulu s'en aller, et il lui avait flanqué un coup de poing dans l'œil. Paraît que ça n'empêche pas la tendresse. Et cette nuit-là, monsieur, elle s'est assise au pied de mon lit, et elle a parlé. Beaucoup plus qu'il n'aurait fallu. C'est comme ça qu'elle m'a fait comprendre que Max, c'était un ingrat, vu que, pour lui avoir rendu service une fois, elle avait passé 6 mois en prison. D'ailleurs, lui, il en avait pris pour beaucoup plus que ça. Et ça lui avait fait les pieds. Et quel leur reprochait-on? Ah, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu la bêtise de raconter ça à madame, qui n'a pas aimé du tout, hein. Ah, mais ça l'a pas traîné. Elle a immédiatement donné congé à Francine, sous prétexte qu'elle venait d'engager une cuisinière qu'il fallait loger. C'est comme ça qu'on s'en est débarrassé. Et depuis, vous l'avez revue? Francine? Oui.
Eh ben oui, figurez-vous. Pas plus tard que l'année dernière. Je vais au cinéma un dimanche sur les boulevards. Qu'est-ce que je vois? Ma Francine, avec un manteau de fourrure comme celui de madame. Ben oui, exactement. On s'embrasse, elle m'invite à venir la voir le dimanche d'après dans sa maison de Romainville. À Romainville? Oui, monsieur. Elle habite maintenant avec Max, une maison. Même qu'ils en sont les propriétaires. Elle a fait un héritage? Mystère, mystère, comme on dit à la radio. J'ai été le dimanche d'après. Oh là là, ils ont un pavillon en meulière qui vaut bien dans 10 millions. Hein. Et un salon rustique. Oh, je vous dis que ça. Dites-moi, mais il y a longtemps qu'ils l'ont acheté, ce pavillon? Ben, ils m'ont pas dit, mais d'après la conversation, comme elle a tourné, j'ai cru comprendre que ça faisait bien 6 à 7 ans. Est-ce que vous pouvez me donner leur adresse? Attendez voir, je dois la voir dans mon livre de compte. Voyons. Vous avez trouvé? Ah, voilà. Francine Larocque, 54 bis, rue Paul de Kock, à Romainville. Merci, je vous remercie beaucoup, madame. Mais dites, ce que je vous ai raconté, là, un motus, hein. Oh, vous pensez? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais parler à mademoiselle Larocque. Oui, c'est moi. Je suis le fils de monsieur Brazé. Pardon? Le petit-fils de monsieur Martelange de Montfort-l'Amaury. Oh, par exemple. Monsieur Michel? Oui. Oh, entrez donc. Merci. Oh, mais est-ce que vous avez changé? J'aurais pu vous rencontrer 100 fois, je vous aurais pas reconnu. C'est vrai? Oh, ça alors. Et moi, vous me remettez? Mais je pense bien, oui. Oh, ah, j'ai plus ma ligne d'autrefois. On vieillit un petit peu. Mais quoi. pas du tout, non. Et comment vous avez eu mon adresse? Par mademoiselle Louise du boulevard Malesherbes. Ah, oui. Mais vous en avez une jolie maison, dites-moi ma parole, vous avez fait un héritage? Oui. Et alors comme ça, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Michel? Eh bien, Francine, il y a 3 semaines, j'ai appris que mon père n'était pas mort Ah, et qu'il était en prison. oh, me parlez pas de cette histoire, c'est affreux. Vous avez vécu ce drame? Eh oui, monsieur. J'en ai longuement discuté avec ma mère. Non, alors moi, monsieur Michel, si ça vous fait rien, j'aimerais mieux qu'on revienne pas là-dessus. J'étais obligée de témoigner contre votre papa que j'aimais bien. On saura jamais ce que ça m'a coûté, mais on m'a mis au pied du mur. J'ai été obligée de dire ce que je savais. Vous n'avez sûrement pas tout dit. Comment ça? Francine, j'ai interrogé ma mère et elle a dû reconnaître qu'un détail n'avait jamais été examiné. Oui, je m'étonne même que la défense n'ait pas songé à soulever ce lièvre. Quoi? Quel lièvre? Le soir du drame, vous avez constaté la mort de mon grand-père. Puis vous vous êtes précipité dans le petit escalier à la recherche de l'assassin, et une fois au bas de l'escalier, vous avez appelé ma mère pour lui faire constater que la porte de service était toujours fermée de l'intérieur. Eh, c'était la vérité? Oui, quand ma mère l'a vu. Mais qui me dit que vous, Francine, en arrivant en bas et tout en appelant ma mère, vous n'avez pas poussé le verrou qui était tiré? Mais- Ce geste ne demandait qu'une seconde. Je comprends pas. Vous comprenez très bien. Je suppose, ce n'est qu'une supposition, je suppose qu'avant le crime, le verrou ait été tiré par vous. Mais- L'assassin entre, tue mon grand-père et ressort en fermant la porte derrière lui. Et vous repoussez le verrou pour faire croire que cette porte n'a jamais été ouverte. Mais enfin... Dites-donc, jeune homme, vous êtes fou ou quoi? Qui êtes-vous? Je m'appelle Max, et je viens d'entendre vos salades. Si je comprends bien, vous accusez Francine d'avoir été la complice d'un assassin? Je n'accuse pas, je fais une supposition. Ouais, comme si je ne savais pas ce que parler veut dire. Je ne permettrai pas, mon petit monsieur, que vous accusiez ma femme d'une complicité dont vous seriez bien incapable de faire la preuve. Il n'y a aucune preuve en effet, et l'assassin s'imagine avoir commis un crime parfait. L'ennui, c'est qu'il se trompe. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai parlé du verrou, mais j'ai encore autre chose dans mon sac. Ah oui, quoi donc? Vous voudriez bien le savoir, hein? Bien rassurez-vous, le juge d'instruction vous le dira. Mais qu'est-ce qu'on a à faire d'un juge d'instruction? On est des honnêtes gens, nous. Des honnêtes gens qu'on a déjà envoyés en prison. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dis, tu vas me foutre le camp ou je te casse la gueule? Bon, je m'en vais. Mais vous vous défendez très mal, monsieur Max, très mal. J'ai l'impression que nous allons nous retrouver sous peu. Mais ça m'étonnerait, petit crétin!
êtes monsieur Michel Brazé? Oui, inspecteur. Alors, ces blessures? Sans gravité, heureusement. Enfin, j'ai tout de même dû passer toute la nuit et la matinée à l'hôpital. Oui, j'ai un muscle de la jambe arraché et une fracture au bras droit. Moi, j'ai l'impression que vous revenez de loin. C'est mon avis aussi, oui. Dans ce fauteuil, vous ne serez pas mal? Non, attendez, ça ira. Oh. Merci, inspecteur. Bon, vous permettez? Garde. Faites entrer Tiezac. Enlevez-lui les bracelets. Tiezac, asseyez-vous là. Mademoiselle Larocque, monsieur Boissy. Monsieur. Messieurs. Voulez-vous vous asseoir? Oui. Voyons, vous êtes bien monsieur Daniel Boissy, le témoin? Oui, inspecteur. Parfait. Veuillez avoir l'obligeance de nous dire ce que vous savez. Eh bien, hier, vers 3h30, je suivais en auto la rue Paul de Kock à Romainville, quand j'ai vu M. Brazé traverser la chaussée. Tout à coup, j'ai été dépassé par Tiezac, qui était à motocyclette, et qui a foncé droit sur M. Brazé pour l'écraser. Heureusement, M. Brazé a fait un saut en arrière. La moto l'a attrapé à la jambe et il est allé percuter sans connaissance contre le bord du trottoir. Alors, voyant qu'il avait manqué son coup, Tiezac s'est enfui, je l'ai pris en chasse, et puis j'ai réussi à le coincer. L'agent du Carrefour lui a aussitôt mis la main dessus. Oui, voilà. après quoi nous l'avons bouclé pour tentative d'assassinat et délit de fuite. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, Tiezac? Vous n'êtes pas d'accord avec monsieur? Bah non, alors. La vérité, c'est que j'ai dérapé. Et si j'ai touché ce monsieur, comment vous dites, là, Brazet, ça a été si peu de choses que je m'en suis même pas aperçu. Vous semblez dire que vous ne connaissiez pas votre victime. Hein? Jamais vu, moi. Alors. Il sortait de chez vous et vous veniez d'avoir une altercation avec lui. De quoi? Non, je vois qu'il faut vous mettre les points sur les i. On a emmené monsieur Michel Brazé à l'hôpital, où il a dû rester jusqu'au début de cet après-midi. Hier soir, il avait retrouvé assez de force pour parler. Un inspecteur est venu relever son identité et lui a dit que son écraseur était arrêté et qu'il s'appelait Max Tiezac. Alors monsieur Brazé lui a tout raconté, l'altercation qu'il a eue avec vous, à votre propre domicile, et le but de sa visite. Logiquement, il a été amené à lui parler de l'assassinat de monsieur Martelange à Montfort-l'Amaury, et des doutes qu'il avait au sujet de la personnalité de l'assassin. Votre comportement laissant soupçonner que vous aviez voulu supprimer un importun dont la curiosité menaçait de devenir dangereuse pour vous, nous avons consulté le sommier judiciaire. Max Tiezac est une vieille connaissance. Votre concubine, Francine Larocque également. Vous avez fait 2 ans de prison pour le cambriolage d'un hôtel particulier de la plaine Monceau. Et Francine, 6 mois pour avoir fait le guet. On a payé. On doit plus rien à la société. Pas si vite. Figurez-vous que toute la matinée, nous sommes penchés sur le dossier du drame de Montfort-l'Amaury, en tenant compte des doutes de M. Brazé, qui est persuadé que son père est innocent. Sa supposition selon laquelle Francine a tiré le verrou pour laisser entrer l'assassin, puis l'a repoussé pour faire croire que personne n'était entré, tient parfaitement debout. Oh, Si. Nous avons tout lieu de penser que vous êtes monté pour voler l'or que M. Martelange avait dans un tiroir. Affolé, il prend son revolver, vous luttez pour le lui arracher, 2 coups partent, vous jetez le revolver au loin et vous prenez la fuite. Mais jamais de la vie, j'ai rien à faire dans cette histoire-là, moi, non, mais ça va pas, non. Dites-moi, où étiez-vous le jour du crime? Ouais, il y a Oui. 8 ans de ça, comment voulez-vous que je m'en rappelle, moi? Votre tentative pour tuer M. Brazé est la preuve formelle que c'est vous l'assassin. Non, monsieur l'inspecteur, non. Je vous jure que c'est pas lui. Vraiment? Alors qui est-ce? Max est innocent. Je veux pas qu'il paye pour un autre. Même si ça doit me coûter quelque chose à moi. Alors dans ce cas, parlez. Nous vous écoutons. Alors, Michel, que se passe-t-il? Merci, maître, d'être venu si vite. Oui, ce matin, je vous ai téléphoné de l'hôpital pour vous raconter mon accident. Oui. Mais depuis cet après-midi, il y a du nouveau. Je voulais passer vous mettre au courant. Je me suis senti si fatigué que je suis rentré m'allonger sur mon lit. Vous avez bien fait. Voulez-vous que j'appelle un docteur? Non, inutile, maître. Votre mère n'est pas là? Elle n'est pas encore rentrée, non. Alors, il y a du nouveau? Oui. De quoi obtenir une révision du procès? Oui. Bravo, mon vieux. Vous allez me donner des remords si les jeunes se mettent à en remontrer aux anciens. Bravo. Je vous félicite tout de même. Que s'est-il passé? Bien,
J'ai vu Francine et le Max en question. Ils ont compris que j'allais devenir gênant et Max a purement et simplement essayé de me tuer. Oh! Ce serait lui l'assassin de M. Martelange? Non, attendez. D'après mes indications, la police a compris que la tentative de Max avait un rapport étroit avec notre affaire. Nous avons tous été convoqués à la PJ et, pour sauver Max, accusé d'avoir tué mon grand-père, Francine a avoué que c'était elle qui avait tiré puis repoussé le verrou de la porte de service pour permettre l'entrée et la sortie de l'assassin. Ah, c'est-à-dire Max? Non. Mais pourtant, cette histoire de motocyclette... Francine a exigé 10 millions pour prix de sa complicité parce que Max, ce dur, rêvait d'être un jour propriétaire d'un pavillon de petits rentiers. Et quand il a vu que j'allais tout fiche par-dessus bord et qu'un jour il serait à la rue, le pauvre diable s'est affolé et il a foncé sur moi pour que les choses en restent là. Oui. Mais alors, qui est le véritable assassin? Francine a donné son nom? Oui. L'assassin, c'est vous, maître d'Anville. Oh. Mais elle vous l'a dit et vous l'avez cru? Oui. Ah, ça, mais elle est folle. Oh, mais vous êtes fous, tous? Non. Elle dit la vérité. Et je m'en suis douté dès que l'inspecteur a déclaré avoir trouvé au sommier judiciaire la condamnation de Francine. Vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas. Vous mentiez pour la couvrir. Mais Et puis pour quelle raison? Le défenseur de mon père n'avait-il pas soulevé le coup du verrou? Un geste d'une seconde était si facile à Francine. Mais sérieusement, elle nous a pas déclaré que c'était moi l'assassin. Si. Vous avez été son défenseur de cette affaire de cambriolage. C'est à cette occasion que vous l'avez connue et vous avez vite compris qu'elle pouvait être pour vous la complice idéale. Mais parbleu! Une fille sortie de prison qui veut offrir un pavillon à l'homme qu'elle aime accepte volontiers de manœuvrer un verrou et de dire en partie ce qu'elle a vu. C'est vous, maître, qui avez envoyé à ma mère cette bonne exemplaire, munie de certificats d'autant plus illogiques qu'ils étaient faux. Puis tous deux, vous aviez été très patients. Francine a pris tout le temps nécessaire pour gagner la confiance générale. Parfaite, dévouée. 10 millions valent bien la peine qu'on s'applique. Enfin, au jour J, profitant d'un séjour de mon père, elle vous ouvre et vous montez avec des gants, tuez un vieillard sans défense, car bien entendu, Francine a pris le revolver et vous l'avez remis au cours de l'après-midi, bien essuyé, sans la moindre empreinte. C'est un bon scénario. Et c'est justement ce détail qui m'a fait réfléchir. En supposant qu'au cours d'une lutte, mon grand-père se soit laissé arracher l'arme par son gendre, cette arme aurait dû porter aussi ses empreintes à lui. Mais or, on n'y a trouvé que celle de mon père. Preuve qu'on avait tout préparé pour qu'il fût accusé. Et on a laissé exprès le revolver dans la pièce. Pourquoi serais-je venu tuer un vieillard? Parce que ma mère devait en hériter. Pour obtenir le maximum d'indulgence. Francine nous a tout expliqué. L'héritage était considérable. Et sous couvert de placement malheureux, vous vous êtes purement et simplement approprié la fortune. Ne vous étonnez pas si un jour ou l'autre, un expert vient mettre le nez dans vos finances. À ce moment-là, d'ailleurs, vous serez depuis longtemps sous les verrous. Je vous en prie. Non. Vous n'êtes qu'un enfant. Les affirmations d'une Francine ne suffisent pas pour qu'on arrête un homme tel que moi. Il n'y a aucune preuve, hein. Vous avez réussi un crime parfait. Et je tiens à vous en faire mes compliments. Je les accepte. Et toutefois, vous avez fait signer à Francine un reçu de 10 millions pour vous assurer son silence. C'était imprudent. Ce reçu, on va le trouver chez vous. Non. Je l'ai fort bien caché, croyez-moi. Il faudra quand même nous dire où vous l'avez mis, ce reçu, mon cher maître. Quoi? Police, haut les mains. Mais qu'est-ce que... Haut les mains, j'ai tout entendu dans la pièce voisine, maître d'Anville. Il fallait vous faire avouer, et Michel Brazet s'en est fort bien tiré. mais- Gardien, emmenez-le. Mais non, laissez-moi tranquille. Emmenez-le. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? L'assassin, c'était d'Anville. Qu'est-ce que tu dis? Mais voyons, Michel, ça n'est pas possible. Hélas. Je t'expliquerai. Mais qu'est-ce que tu as? Et c'est toi qui l'as fait arrêter? Oui. J'en suis particulièrement fier. Tu as fait ça? Mais mon pauvre Michel, tu ne savais pas. Je ne savais pas quoi. Pierre d'Anville, c'est ton père. Mon père? Quoi? Pour moi, mon vrai père a fait injustement 8 ans de prison. Il sera libéré demain. Nous ne négligerons rien, n'est-ce pas?